Avec cette pandémie du Covid-19 où l'homme semble impuissant, on a envie de s'arrêter un moment sur cette phrase d'André Malraux: le 21e siècle sera spirituel ou pas. Rien ne sera plus comme avant, on le dit. La vie est au ralenti. Le dernier recours, c'est le confinement. Se laver les mains est indispensable. C'est la distanciation. Il faut se faire tester pour savoir où en est-on. L'ennemi est invisible. Il aime la fête. Les scientifiques sont en conflit. L'homme se trouve dans un dilemme: sauver la vie ou l'économie. C'est les certitudes qui règnent. À quoi s'accrocher? Autre sujet d'actualité, l'université Antilles. Le président de l'université semble être accusé de ne pas faire le ménage dans les salles de cours en Martinique. Mi babmi pour professeur Jean-Guy. Autre sujet d'actualité, mutualité de Margaillard. La direction n'est pas d'accord avec la ligne de conduite créée par le collectif du comité de soutien en faveur de la mutuelle. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon dimanche, bon café chaud. Vous l'aurez compris, nous parlerons de l'actualité de la semaine. Et la Covid-19 est toujours d'actualité. Pour ce faire, nous avons M. Ramaille. M. Ramaille, bonjour. Bonjour M. Mandrier, bonjour les amis du plateau, bonjour à tous ceux qui nous regardent, et puis bon dimanche à tous. Monsieur Coriolan pour les réseaux sociaux. Monsieur Coriolan, bonjour. Bonjour Monsieur André, bonjour à la Guadeloupe et bon dimanche. Édouard Collet, notre juriste. Bonjour Monsieur André, très content d'être parmi vous. Et Espéronel, notre psychologue. Bonjour Monsieur André et tous les autres personnes hors de Guadeloupe, bonjour également. Et nous avons en visio Madame Bessri Betty, conseillère municipale et conseillère départementale suppléante. Madame Bessri, bonjour, bonjour Marie-Galante. Madame Bessri, on ne vous entend pas. Activez votre micro. On n'entend pas Madame Bessri. Madame Bessri, vous nous entendez? Oui, mais on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Aïe, aïe, aïe. Bien. Et bon, en attendant, on a un petit problème technique. Monsieur Espéronel, oui. Alors, cette phrase de André Malraux, et le 21e siècle sera spirituel ou pas, et qu'est-ce que vous... disons, comment vous sentez cette phrase? Je crois que ça date des années 70. À l'époque, on était étudiants. Enfin, j'étais étudiant. Et c'était la prise de conscience du changement de paradigme, du basculement, du changement de monde. Alors, la prise de conscience intellectuelle, parce que le changement va se faire beaucoup plus tard. En tout cas, les conditions du changement vont se faire beaucoup plus tard. Il a dit ça dans des circonstances extraordinaires, puisqu'effectivement, le mal-être et le malaise à l'époque en France, je dis en France, hein, était énorme. Bon, Malraux, c'est un passeur, hein, c'était une des premières personnes au plan intellectuel d'avoir la capacité d'être un poseur d'alerte, enfin un alerte, quelqu'un qui faisait des alertes, et puis un passeur. Et donc, il y a eu deux interprétations de cette formule. C'était d'une part le deuxième millénaire, le troisième millénaire sera spirituel ou non, et la deuxième formulation, c'était il sera féminin ou non. Et nous, de notre génération, on est beaucoup plus restés sur il sera féminin ou non. Ça veut dire qu'on était arrivé au bout du bout, d'une certaine logique. Même si, je parle dans la tête, même si dans les effets, c'est pas encore. Le bout du bout de la logique, c'est que le paradigme sur lequel l'Occident, et l'Occident français, j'ai dit français parce que ce type de pensée critique est très propre à l'académisme français. Ce type de pensée disait, essayait de synthétiser le fait
il y avait dans le développement occidental français toute une liaison masculine, macho, prédateur, qui rendait compte de l'ordre du monde. Le monde était basé sur un paradigme qui était l'homme blanc, civilisé. Et quand je dis l'homme blanc, le bobo de Paris, hein, la cour de Versailles, à la limite pour reprendre autre chose, comme dirait d'autres. Donc, machisme, prédateur, et que cette prédation-là, avec la technologie qui allait arriver en plus et qu'on voyait venir, allait assurer sa complète domination sur tout, sur l'économie, sur l'humain, sur le social. Et que cette logique-là, on allait dans le mur. Et à l'époque, on ne parlait même pas encore tellement d'écologie ou d'écosystème comme maintenant, mais la conscience, c'est que ce système-là, de toute façon, ça allait vers le mur. Et qu'il fallait trouver une autre alternative à ça. Et l'autre alternative, c'est pour ça que je disais que le monde sera féminin ou non, parce qu'à défaut de spirituel, la France n'est pas très spirituelle, l'autre, il n'y a pas de discours sur la spiritualité en France. L'autre alternative, c'était donc l'alternative féminin. Et l'alternative féminin, c'était de dire, on a fini avec le paradigme homme, blanc, peut-être faut-il passer au paradigme femme. Et donc quelque chose qui est un paradigme, c'est une idée, hein, un squelette d'idées, une architecture de pensée, mais qui s'articulait sur le fait que l'avenir sera basé sur la gestion, le partage, la redistribution, la reconnaissance, la mutualité. Et donc, on était à cette bascule-là. Bon, Malraux est mort, les années 70, 80, 90, 2000 sont passées. Quand on voit un petit peu ce qui se passe maintenant, 30 ans derrière, mais c'est normal, hein, ce temps-là, entre le moment d'une prise de conscience d'une idée et le moment où les faits, le contexte concrétise un certain nombre de choses, maintenant, on en est un petit peu là. À savoir que si on continue sur le même schéma dans lequel nous avons bâti le monde d'hier, nos certitudes, la binarisation, le manichéisme de la pensée, on ne voit pas trop où on va, sinon dans le mur. Toujours pareil, hein, je voulais généraliser, mais tout le monde ne rentre pas dans le même panier. Si on n'a pas la capacité de penser un autre système, d'autres alternatives de développement, et probablement sur un paradigme féminin. Alors je rappelle que le paradigme féminin a été longtemps associé au paradigme noir. Le continent noir et le continent féminin étant à l'époque les deux continents complètement inconnus, le corps de la femme Donc c'est ça un petit peu l'idée. Il faut qu'on change les données, il faut qu'on change la manière de distribuer les choses pour penser le monde différemment, avec quelque chose qui renvoie beaucoup plus à une vision holistique, une vision globale, une vision peut-être écosystémique, au service de l'humanité et non pas contre l'humanité. Oh là là. Edouard Collet. Juste un moment. Est-ce que Madame Bessry, vous êtes avec nous maintenant, là? Oui. Ah, très très bien. Ah bon, Collet, honneur aux femmes. Hein. Bon, alors, Madame Bessry, vous êtes conseillère municipale, conseillère départementale suppléante, et l'annulation des élections à Capesterre-Marie-Galante, l'espoir renaît, vous êtes satisfaite, Madame Bessry? Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend 5 sur 5. D'accord, très bien. Écoutez, bonjour à tous et puis bonjour aux auditeurs de Canal 10. Alors, bien entendu, nous sommes tout à fait satisfaits de la décision du tribunal qui nous a donné raison parce que le tribunal vient d'annuler les 2 tours des élections municipales et donc des 15 et 28 juin et au-delà de nos espérances et au-delà de notre demande, puisque nous avions demandé l'annulation du 2e tour qui pour nous était émaillé d'irrégularités et en annulant les deux tours, cela veut dire que le tribunal a reconnu que ces irrégularités avaient été opérées depuis le 1er tour. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis que la victoire, on a volé la victoire à la population de Capesterre et que nous aurions dû gagner les élections depuis le 1er tour. Alors évidemment, au regard de toutes les irrégularités qui ont été portées devant le tribunal, moi je veux préciser, je veux porter l'attention de tous sur le fait que le tribunal dit bien que chacune des irrégularités à elle seule peut annuler l'élection.
Alors, ce ne sont pas seulement, je veux dire, nous avons porté 50 irrégularités, mais parmi les 9 qui ont été examinés, hein, le tribunal a tout examiné, mais les 9 surtout, ce qui a été mis comme accent par le tribunal, c'est que chacune d'elles peut annuler les élections. Et lorsqu'on regarde le contenu de la décision, le tribunal note qu'il y a au moins 89 suffrages irréguliers qui auraient dû être déduits du score du maire en place, ce qui fait que le maire en place aurait eu 835 voix et moi 912. Donc cela veut bien dire que nous sortons gagnants de ces élections. Moi, la population, elle est très heureuse de cela, hein, parce que, comme je vous dis, elle a souhaité le changement, elle l'a réclamé à corps et à cri à tous les candidats qui s'étaient portés sur les élections contre le maire sortant. Et là, c'est avec détermination que nous allons aux élections futures, parce que de toutes les façons, je n'ai aucun doute que même si le maire sortant fait appel, que le Conseil d'État va confirmer la décision du tribunal de la Guadeloupe. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que des signatures. Comme je vous dis, il y a 50 irrégularités et qui portaient aussi bien durant la campagne que durant, je veux dire, l'ensemble des opérations de vote. Et pendant la campagne, vous l'avez vu que le maire sortant a usé de diffamation à mon égard et à l'égard de la population et à mon égard en profitant de la détresse de la population parce que en faisant brandir le fait que j'aurais avec des manœuvres voulu la mort des Marie-Galantais, etc. Donc là, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé, mais je fais confiance à la population et de toutes les façons, je respecte le verdict du tribunal aujourd'hui qui nous donne raison et c'est ça l'essentiel. Mais vous savez que nous allons peut-être recevoir M. Maes, hein, parce que de manière pour que ce soit équilibré. Hein. Bon. Alors, alors, comment ça se passe alors, quelles sont les conséquences, justement, en cas d'annulation des élections? Alors, est-ce que, disons, pour la communauté des communes, ce sera remis en question? Alors, les conséquences, si M. Maes fait appel, le Conseil d'État, j'en suis sûre, va annuler aussi ces élections. Donc, il faudra attendre environ 6 mois pour la reconduction de ces élections. Et là, de toutes les façons, si nous gagnons, il est vrai que on va reconsidérer les membres de la communauté des communes. Ça, c'est vrai. Donc, il faut s'y attendre. D'accord. Alors, la crise sanitaire est-elle bien gérée à Marie-Galante? Écoutez, aujourd'hui, au niveau des chiffres que nous avons, les médecins de Capesterre, de Grandbourg et de Saint-Louis sont intervenus hier matin effectivement en reprodiguant à la population qu'il fallait respecter tous les gestes barrières, la distanciation, etc. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au niveau de Marie-Galante, là, aujourd'hui, il y a 35 cas qui ont déjà été testés positifs et dont un mort, comme vous l'avez su. Mais moi, au-delà de ça, moi, je veux surtout, moi, ce à quoi je pense, c'est sur 2 choses. D'une part, c'est en matière de planification sanitaire et en matière d'organisation des soins à Marie-Galante. Moi, je me dis qu'avec cette pandémie-là, nous avons bien observé, on est en droit de se poser, est-ce que en termes d'organisation sanitaire, la population, nous prenons bien en charge la population, ça veut dire pas prenons bien en charge, est-ce que nous sommes organisés pour si jamais il y a un événement grave et que nous sommes coupés de Marie-Galante, nous sommes en mesure de prendre en charge la population. Et donc, la population est en droit, pendant toute la campagne, je l'ai entendu, la population est en droit de se poser la question sur le fait que l'hôpital n'ait pas les équipements nécessaires
nécessaire et en droit de se poser la question pour le fait de revenir sur, vous savez, lorsqu'on a fermé les diverses possibilités de prise en charge totale et en toute autonomie de la population à Marie-Galante. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il est bon de se reposer les bonnes questions en termes d'enjeux sanitaires, en termes d'enjeux politiques, en termes d'enjeux économiques. Et comme nous sommes dans une émission économique, moi j'ai un peu mal pour les entreprises de Marie-Galante parce qu'elles subissent la fermeture comme ce qui est prévu là actuellement, aussi bien les restaurants, les bars, etc. Et c'est un gros coup de toutes les façons pour les entreprises. Lorsque nous subissons la double insularité, c'est vrai qu'on est partagé par le fait de se dire c'est vrai qu'il faut respecter toutes les décisions en matière de santé publique, mais en même temps, je veux dire, on se dit que bon, l'économie, en même temps, on est en train de la tuer sur Marie-Galante. Lorsqu'on voit que les entreprises, elles sont totalement exemplaires en matière de prévention. Moi, je suis admirative des entreprises de Marie-Galante et même des entreprises de toute la Guadeloupe lorsque je vois l'investissement qu'ils ont eu l'occasion de faire en matière d'équipement pour respecter les distanciations et pour respecter l'ensemble des consignes sanitaires. Et là, moi, quand je regarde les chiffres et quand je regarde les consignes de la haute autorité qui est l'experte en matière de prévention, qui est Santé publique France, moi, je vois que la Santé publique France dit bien qu'il faut avant tout utiliser la prévention, faire de la prévention de proximité et surtout faire de la prévention au niveau des jeunes. Faire de la prévention au niveau des jeunes parce que ce sont des porteurs sains, ils vont à l'école, ils sortent, ils reviennent à la maison et donc ils peuvent transmettre la maladie et c'est la raison pour laquelle moi j'approuve totalement ce que l'ARS est en train de faire actuellement avec la Covid-attitude pour aller au plus près de la prévention des jeunes. Donc lorsque je regarde ce que dit l'experte en prévention, la Santé publique France, je ne vois pas dans ses propos que Santé publique France dit de fermer les entreprises. Et même, je veux dire, au niveau de la préfecture, lorsque je vais sur leur site, je vois que la préfecture dit surtout que les contaminations observées ce jour, elles interviennent généralement dans la sphère familiale et amicale. Et je ne vois pas qu'il faille, je veux dire, mettre les entreprises, je veux dire, en péril. D'autant plus que vous connaissez bien, peut-être qu'on va revenir plus tard, vous connaissez bien le portrait des entreprises en Guadeloupe, qui sont des petites entreprises. Plus de 53% de l'identité des entreprises, ce sont des petites entreprises de 0 à 2 salariés, et surtout à Marie-Galante, où le chef d'entreprise, il est isolé, il n'a pas forcément le temps de remplir l'ensemble de ses papiers administratifs et on voit que les entreprises ne peuvent pas généralement bénéficier des mesures qui ont été mises en place pour le Covid et donc il n'y a pas non plus de possibilité sur un territoire aussi exigu de reconversion ou de plan de repli. Donc moi je suis inquiète, je me dis qu'il faut absolument respecter les mesures et les décisions qui ont été prises, mais moi je me dis est-ce qu'il ne faudrait pas qu'en matière de Covid, que les entreprises soient beaucoup plus associées à la décision publique et que les actions qui doivent être mises en place ne doivent pas être mises en place plus en matière régionale, en matière de micro-territoire, de manière à ne pas pénaliser autant l'économie d'une petite île comme Marie-Galante. Donc, moi, de toutes les façons, je m'associe à l'ensemble des mesures qui ont été prises. Bon, il faut respecter les gestes barrières et tout ça, mais je me dis qu'il faut faire attention à ne pas tuer aussi l'économie sur un territoire aussi exigu que Marie-Galante. Et comme je vous dis, lorsqu'on a des entreprises qui sont aussi exemplaires que celles de Marie-Galante, qui ont beaucoup investi en matière de prévention. Et qui sont ceux qui sont sur le territoire. Betty Bestley, vous restez avec nous. Vous restez avec nous. Monsieur Coriolan. Oui. Donc, vous êtes, je dirais, un homme politique,
puisque vous avez créé le collectif citoyen Sentinelle. Hein. Donc, est-ce que vous montez la garde? Est-ce que la démocratie en Guadeloupe est menacée? Monsieur Coriolan, on vous connaît sur les réseaux sociaux pour l'instant. Un homme politique, non, je n'ai pas cette prétention. Je fais de la politique, c'est sûr. D'accord. Prendre des positions, c'est évidemment faire de la politique. Je suis un citoyen, comme beaucoup d'entre nous, comme la majorité de ceux qui habitent la Guadeloupe. Nous sommes des citoyens. Mais je voudrais rebondir, avant la liberté d'expression, sur Mme Bessery. Je salue Marie-Galante et Mme Bessery. Je suis quand même surpris du discours de Mme Bessery, qui dit qu'elle est en accord avec l'ensemble des mesures qui sont prises. Et je voudrais lui demander, est-ce qu'elle est aussi d'accord avec la mesure qui consiste à ne pas rapatrier les gens de plus de 75 ans au CHU de Pointe-à-Pitre, que Mme Edzol a annoncé pendant la semaine? Parce que j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'écrire quelque chose là-dessus. C'est quand même aberrant d'apprendre qu'il a été... Alors, je ne sais pas à qui revient la responsabilité, mais on a appris que les patients atteints de Covid de plus de 75 ans ne seraient pas, pour des raisons que j'ignore, rapatriés sur le CHU de la Guadeloupe, dans la mesure où il n'y a pas de lit de réanimation à Marie-Galante. Donc cette nuance-là, je n'ai pas entendue chez Mme Bessery. Est-ce qu'elle s'associe également à cette mesure? Parce qu'elle a dit qu'elle applaudissait toutes les mesures qui étaient prises. Donc encore une fois, il faut voilà, c'est l'exemple où la limite de la politique et des mesures gouvernementales peuvent se heurter parce qu'on veut faire preuve de responsabilité. Alors on hésite à aller contre le gouvernement, on hésite à... Voilà. Mais enfin, j'aimerais lui poser la question, je ne connais pas son avis là-dessus et elle pourrait nous répondre peut-être. Oui. Alors, répondez tout de suite, mais... Voilà, c'est ça. Oui, de toutes les façons, il est bien clair que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que la population peut-être a trouvé là une perte de chance pour elle, une accentuation de la perte de chance pour elle, parce que ne pas pouvoir rapatrier une population à laquelle on est cher, c'est vrai que ça fait mal. Mais quoi qu'il en soit, comme je le disais tout à l'heure, bon, l'ARS a eu, je ne sais pas si vous avez entendu les propos aussi de l'ARS, qui disait que bon, l'organisation aussi des soins, que ça n'existait pas vraiment, je veux dire, ces propos-là, et que l'ARS a pu être choquée, je veux dire, par ces propos. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, ce que je dis... mais voilà. Je l'ai... Mais Madame Bessery, enfin, sans être journaliste... Non, mais M. Coriolan, j'ai bien dit que ça a pu, vous avez bien vu que la crise, elle a pu accentuer effectivement les problèmes que nous avons au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, je viens de dire tout à l'heure, peut-être il faut qu'on prenne beaucoup de hauteur et qu'on puisse se dire que ce que ça touche en même temps, oui, mais c'est Madame Bessery, la capacité à prendre en charge la population. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de l'hôpital, M. Coriolan, il faudrait que l'on demande notre autonomie sanitaire et que l'hôpital soit renforcé en équipement et en moyens pour que toute situation comme cette pandémie qui arrive, que nous puissions y faire face. Mais quoi qu'il en soit, vous pensez bien que si on ne peut pas rapatrier les personnes de 75 ans, je suis tout à fait opposée à cela. Il faut que nos populations aient la même chance, qu'il y ait une équité des chances au niveau du territoire de Marie-Galante, comme ça l'est sous le territoire de la Guadeloupe. On ne peut pas avoir d'inéquité en matière de soins. Je suis mal placée, je veux dire, moi qui me suis battue pour cette équité en matière sanitaire. Bessery Biti, vous restez avec nous, mais nous arrivons à l'heure de la pause. Monsieur Coriolan, la liberté d'expression est-elle menacée en Guadeloupe? Puisque là, on vous a entendu dans la dénonciation avec les radars. Aujourd'hui, vous dénoncez quoi? Non, je dénonce le traitement qui est fait de cette crise sanitaire. Alors, pour bien remettre les choses au clair, parce que on a essayé de me classer dans la zone complotiste, qui est une zone très facile, hein, aujourd'hui, dès qu'on dénonce cette gestion calamiteuse, il faut dire les mots, hein. C'est une gestion calamiteuse du Covid en Guadeloupe, au niveau national français globalement, mais en Guadeloupe particulièrement, où on se rend compte bien qu'il y a un silence assourdissant. Chaque fois que nos représentants prennent la parole, c'est pour valider les mesures gouvernementales. On a l'exemple flagrant là de Marie-Galante, où majorité et opposition sont d'accord pour ne pas se battre pour cette absurdité qui consiste à ne pas rapatrier les gens de plus de 75 ans en Guadeloupe. Moi, c'est un scandale, hein. Je dis, bon, on ne va pas revenir sur l'intervention de Mme Bessery, mais qui est quand même je considère comme opposition marie-galantaise. Donc il y a une dimension politique là, où on a Mme Edzol qui l'a annoncé,
Elle n'a pas dénoncé, elle a annoncé sur un média, elle n'a pas dit qu'elle était d'accord. Enfin, je veux dire, il y a quand même de quoi faire un scandale à Marie-Galante. On ne peut pas admettre que Marie-Galante sorte du circuit et ni l'ARS ni personne ne dit quoi que ce soit. Ce qui a été dit, je vous le rappelle, c'est que les personnes atteintes du Covid ayant plus de 75 ans ne seraient pas rapatriées sur le CHU de Pointe-à-Pitre. C'est quand même une information et quelque chose de très très grave pour l'île de Marie-Galante et les gens qui y vivent. Alors, pour revenir sur la liberté d'expression, mais cette histoire-là, je pense qu'elle ne va pas s'arrêter là. C'est extrêmement grave. Et il y a beaucoup de petites histoires comme ça. La liberté d'expression est menacée. Oui, moi, j'ai été un peu chahuté, on va dire, par l'ancien préfet et l'ancien recteur Fouard et Gustin pour un écrit que j'avais commis sur Facebook. Il a commis un article 40. L'article 40 consiste pour un fonctionnaire de dénoncer ce qu'il peut estimer être un crime. Bon, j'ai été entendu, mais il n'y avait rien ni d'insultant ni d'outrageant dans ce texte. Mais c'est encore une façon de mettre la pression sur les gens qui s'expriment, les gens qui osent contredire. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est à dessein, si c'est intentionnel. On a vraiment l'impression que le gouvernement veut gérer cette crise-là de manière très policière, de manière très autoritaire, et systématiquement toutes les voix qui s'opposeraient à la ligne gouvernementale, entre guillemets, dite officielle, est systématiquement brimée, traitée de complotiste. On voit ça même avec des scientifiques. Hein. Vous avez vu le tribut qu'a subi Raoult, un homme quand même qui est une sommité, qui a été traité de charlatan. Aujourd'hui, dans le langage, dans les éléments de langage courant de la propagande gouvernementale, Raoult est un charlatan. Heureusement, il a été rejoint par d'autres sommités comme le docteur Toussaint, le professeur Toussaint et le professeur Perron. Donc, il y a tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, effectivement, c'est un virus qui est nouveau, donc ça peut susciter quelques atermoiements et quelques rétropédalages. Mais tout cela mérite qu'il y ait des citoyens. Moi, je le fais à mon niveau. Il y a d'autres citoyens aussi. Je ne suis pas le seul. Je suis peut-être le plus en lumière sur cette histoire-là, mais je lis les réseaux, je vois beaucoup de gens qui s'insurgent parce que simplement, c'est le bon sens. Moi, j'en appelle au bon sens. Le bon sens, pour moi, est de ne pas... Je n'arrive pas à m'expliquer qu'à 31 degrés à l'ombre, on doit mettre un masque en Guadeloupe, en plein air, des choses comme ça. Et je m'interroge sur ce bon sens et j'émets un certain nombre d'opinions. Juste par rapport à ce que dit Eric là, je crois ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, c'est que la confrontation est nette entre des responsabilités. Il y a à l'évidence une responsabilité de gestion de politique publique, notamment de gestion de politique de santé publique. C'est l'État. La santé publique, c'est même pas l'ARS qui l'a fait, c'est certainement pas l'hôpital qui l'a fait, c'est une politique, c'est une vision qui est mise en place depuis longtemps et que je signale pour mettre quelques dates. Cette politique publique a été, depuis les années 90, est calibrée à travers la RGPP, la tarification par l'activité, la T2A. Donc c'est clair, c'est une politique qui est instrumentalisée autour d'une rationalisation des choix, des ceci, des cela. On fait des économies surtout sur les lits, sur les personnes, sur la santé, sur la maladie. D'un côté, il y a les conséquences, en fait, cette responsabilité politique et les conséquences que ça donne. Et de l'autre côté, il y a des publics. Il y a des publics qui subissent ces politiques. Et ces publics-là, ils sont maintenant, tous ces publics-là, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les malades eux-mêmes, c'est comme si la charge d'accusation portait sur eux. Ils sont responsables d'être malades, ils sont responsables d'avoir pris le Covid, ils sont responsables. La charge d'accusation est sur eux. Et c'est ça qui pose problème. D'autant plus que les politiques publiques ont été prises à défaut plus d'une fois sur des mensonges énormes. Donc ils sont très très mal à l'aise et tout le jeu qui se passe maintenant, toute l'instrumentalisation qui se passe maintenant, c'est d'essayer de déplacer la charge d'accusation pour faire comprendre aux gens que c'est eux qui sont responsables de ce qui leur arrive, alors que manifestement il y a des carences de prévention, de gestion et de vision. Donc c'est énorme. Raymond, oui, alors pour la gestion de la crise. Alors, concernant la gestion de la crise, je suis un peu d'accord avec M. Spéronel quand il dit... Ah, vous êtes d'accord? Peut-être pas surtout, mais au moins quand il dit que c'est un secteur régalien de l'État, c'est l'État qui gère la santé des Français. Donc, en Guadeloupe, l'État est représenté par l'ARS, par le préfet. Et donc, ce sont eux qui décident. Et l'hôpital applique les décisions gouvernementales. Donc, c'est vrai que ça a été dit la semaine dernière,
lorsqu'il y a plusieurs personnes, chacun pense que je ferai mieux que l'autre. Et on sent bien que tout le monde a sa petite recette pour pouvoir gérer la crise. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour prendre les décisions. En l'occurrence, pour ce qui concerne la Guadeloupe, c'est l'ARS qui est la courroie de transmission du gouvernement et pour faire appliquer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des cafouillages. On ne peut pas dire, par exemple, lorsque, je crois que c'est M. Couriolan qui a dit qu'on ne peut pas que lorsqu'on met un masque en plein air à 31 degrés, seul dans la rue ou à la campagne, ça, effectivement, il y a quelques soucis, quelques problèmes à régler. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout est faux. Moi, j'estime que l'application et la santé, c'est quelque chose qui ne coûte pas particulièrement cher. Et il y a une question de gros sous aussi derrière ce Covid. Il y en a qui gagnent bien leur vie sur le Covid, qui font bien comment dire, qui gagnent bien leur vie. Et finalement, il y a d'autres qui sont en train de couler. Je prends par exemple le secteur touristique ou la restauration, pour ne citer que ça. Donc, c'est vrai, la santé coûte cher. Chacun va avec sa petite recette, mais il faut quelqu'un pour appliquer des solutions. Et c'est vrai aussi, on entend beaucoup de choses, mais souvent, ceux qu'on entend et qui râlent beaucoup, il y en a beaucoup qui râlent, disant que c'est pas comme ça, on aurait peut-être pu faire ainsi ou d'autres manières de faire. Mais souvent, ces gens-là oublient. Ils n'ont que leur langue pour parler, mais ils n'ont pas un rond à avancer. Et ça aussi, il faut savoir, il faut bien qu'on accompagne. On a des idées, et comme l'a dit M. Chalus, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, ce que M. Chalus a dit, s'il y a quelqu'un qui a la solution, qu'on l'amène et on va appliquer des solutions. Ça coûte cher, ça coûte terriblement cher. Maintenant que chacun puisse amener sa solution, ce serait peut-être mieux que de rester chacun dans son petit coin et râler pour faire sa cuisine politique, pour faire son aura personnel et gagner de l'aura ou sa vie sur le dos du Covid et sur le dos de ceux qui sont malades. Alors, Monsieur Édouard Collet, lorsqu'on regarde les îles de la Caraïbe, on voit que quand même ça fonctionne bien, c'est quand même bien géré. Par exemple, Trinidad, Barbade. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour les départements français? Vous aurez constaté dans votre question que nous faisons une comparaison de pays indépendants à un pays qui ne l'est pas. D'accord. Là-dessus. Donc leur gestion est totalement indépendante, elle est libre là-dessus sur ça. Mais je ne vous cacherai pas que je ne connais pas les tenants, les aboutissants justement de leurs chiffres. Je ne connais pas. Je ne peux que parler de ce que moi je vois ici. Et ça me permet de rebondir sur tout ce qui a été dit et un peu sur vos propos liminaires qui posaient la question sous l'égide d'André Malraux, est-ce que ce XXIe siècle serait religieux ou pas? Je rappellerai plus la condition humaine, la condition de l'homme. Et c'est Malraux qui parlait de la condition humaine. Quand j'entends ce que je viens d'entendre, quand je vois ce que je vois, je suis convaincu que la notion même de la condition dans laquelle nous sommes, par rapport à cette crise sanitaire, et je rappelle mes propos de dimanche dernier, où il y a une vague de décisions gouvernementales qui sont prises, qui sont totalement liberticides. Alors que je suis convaincu, et j'entends tout le monde le dire, et c'est vrai, je n'ai pas de doute dessus, nous sommes dans une crise sanitaire, où la liberté, notre liberté, elle est quelque part mise entre parenthèses. Et ça, je me questionne sur notre condition. Et vous savez, Malraux disait souvent que deux choses qui l'intéressaient, c'est l'antidestin, qu'il revendiquait, tout ce qui concerne des mesures de nature à attenter à la liberté de l'homme, à la condition de l'homme, doit être révoqué. Et c'est ce qui se passe. L'exemple de Marie-Galante, par exemple. Comment se fait-il que, justement, dans un territoire de santé, que les personnes de plus de 75 ans soient sorties de l'offre de soins? La condition même humaine des hommes de Marie-Galante, des hommes et des femmes de Marie-Galante de cet âge-là, elle est remise en cause. Et Malraux a raison de dire que je condamne cela, M. Mandré. Comment se fait-il que nos autorités de santé ne s'en inquiètent pas, ne s'en émeuvent pas? C'est quand même particulier. Donc, c'est la raison pour laquelle je reste persuadé, M. Mandré, et ça j'ai eu à le dire dimanche dernier encore une fois de plus, lorsque vous entendez les propos de la directrice de l'ARS comparer Paris à la Guadeloupe. Nous avons des habitudes aux Antilles de regroupement familial. Oui, ça ne se passe pas.
Expressis verbis, hein, c'est ce qu'elle dit. Hein. Ça ne se passe pas à Paris, ça. En quoi Paris est la règle universelle de comportement? Est l'identité spécifique? En quoi dois-je me comparer à Paris? On est dans une crise sanitaire, on n'est pas dans la comparaison, pardonnez-moi, imbécile, laudative, marginale. Pas du tout. On a droit au même traitement. Donc la réponse sanitaire, elle est inachevée. Et elle donne ce que nous voyons. Où on ferme de côté, où on décide d'ouvrir autre part. On a pris l'exemple des cinémas. C'est un milieu clos. Monsieur Vendré. Et on ferme des bars qui peuvent être ouverts carrément à l'extérieur. Ce sont des questions qui peuvent se poser, je dirais, valablement. Quand on nous dit que nous sommes dans un état de guerre, je suis d'accord, état de guerre, mais que les premiers fantassiens ne doivent pas être ceux-là. Que les premières victimes ne doivent être ceux-là. Il doit y avoir un effort de guerre de manière générale. Nous tous, nous devons y contribuer, monsieur Mandré. Et la façon dont c'est fait par ce gouvernement, de manière disproportionnée, disparate, au petit bonheur la chance là-dessus, je suis d'accord qu'il faille prendre des mesures nécessaires, des mesures drastiques, des mesures pour éviter la propagation de la Covid-19. Mais là, je questionne justement la réponse gouvernementale, la réponse sanitaire, alors que ces personnes ont des leviers qui peuvent permettre justement que nous soyons dans une situation beaucoup plus, je dirais, en termes d'équité de santé et d'offre de santé. Et là, ce n'est pas le cas en Guadeloupe. C'est du tout pas le cas. Et je rejoins totalement Éric Coriolan sur les questions qu'il pose. Les questions sont légitimes et sont justes. Il questionne, M. Mandré. Il questionne. Et je suis surpris, le premier, que quelqu'un comme lui, comme tous les Guadeloupéens, même nous ici avec au club, nous questionnons M. Mandré, nous apportons quelques réponses, qu'il ait été inquiété sur sa liberté d'expression. Alors que, ce qui est grave, rappelez-vous récemment les événements justement qui ont concouru là à Paris en marge justement des caricatures de Mahomet avec l'affaire du fameux journal qui a défrayé la chronique, Charlie Hebdo. Vous avez entendu qu'il y a un droit au blasphème qui est reconnu de manière intrinsèque. On a l'autorisation de blasphémer. Alors lorsque un Guadeloupéen, qui plus est donc sensé, qui pose des questions pertinentes, pose des questions, interpelle l'État, met l'accent sur ce qui ne va pas, il est tout de suite auditionné. Donc il y a une situation assez particulière qui est agaçante alors que des Guadeloupéens meurent. C'est ça qui est grave, M. Mandré. Oui, M. Coriolan. Juste, je voudrais rebondir sur ce que disait Raymond Ramaille sur la responsabilité qui incombe à l'État, en l'occurrence. Juste une nuance, lorsque ça ne fonctionne pas, il faut changer. Le problème du gouvernement aujourd'hui, et singulièrement de la politique qui est appliquée, c'est qu'on s'entête à maintenir des mesures qui sont manifestement, alors, Édouard l'a dit, attentatoires aux libertés fondamentales, mais en plus qui ne fonctionnent pas. Regardez par exemple, on prend parce que c'est un peu ce dont tout le monde parle ici, l'histoire des masques. Ça fait un moment depuis la sortie du confinement, on a imposé cette politique de masques. Et ça n'a pas empêché qu'on soit passé en zone rouge foncée. C'est la preuve que ça ne marche pas. Lorsqu'une politique ne marche pas, il faut la changer. Et le gros défaut de cette gestion de crise, c'est qu'on a l'impression d'avoir affaire à des gens extrêmement obtus, têtus, qui sont dirigés par je ne sais quelle volonté obscure, on peut le dire, parce que ce niveau d'entêtement est simplement incompréhensible. Et encore une fois, moi en tant que citoyen, je raisonne juste sur le bon sens. Alors lorsque j'écris, des fois, on approfondit un peu avec des arguments juridiques, on va fouiller, mais le bon sens qui est accessible à l'ensemble des Guadeloupéens, le bon sens, se poser une question, regarder les choses, comment les choses se passent. Je vous signale qu'en mars, on nous a présenté ça comme le gros de la crise. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de test, et on n'a pas eu une hécatombe de morts. C'est-à-dire ça, c'est le bon sens. Donc aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, je ne prétends pas être scientifique, tout ça. Je dis simplement, et là où j'interpelle nos responsables politiques, c'est que je souhaite simplement qu'ils se posent autant de questions que moi. Ils ont des numéros de portable de président de la République, des ministres, ils sont souvent affiliés au parti au pouvoir. Ils ont la possibilité, pour protéger le territoire guadeloupéen, de monter au créneau et de dire attention, expliquez-moi en vertu de quoi ces mesures-là sont prises ici
En vertu de quoi vous sacrifiez une économie où nous avons 35% de chômeurs? Nous ne sommes pas Paris, qui frôle environ les 12% ou 10% de chômage. Nous avons quand même une économie extrêmement fragile où les politiques publiques ici doivent être extrêmement précises et on doit porter une attention à ne pas basculer dans les effets néfastes que pourraient et les, comment on appelle ça, les dommages collatéraux que pourrait provoquer cette crise ici. La Guadeloupe est un terrain et est une économie particulière où ce qu'on attend de nos responsables politiques, c'est qu'ils aient une appréciation légèrement différente, et ça existe en France. Et je l'ai écrit hier ou avant-hier, les gens de Marseille, de Lille et de grandes villes de France ont été voir le gouvernement, ont été voir le ministre, et ils ont reporté les applications de mesures beaucoup plus dures. Okay? Ici, on ne fait qu'appliquer. On ne fait que diffuser la politique de l'ARS. On va jusqu'à lancer, c'est un truc exceptionnel qui n'existe pas en France, hein, la Covid attitude, qui est une exception guadeloupéenne, avec des budgets colossaux en marketing. Mais on nage dans quoi? Que font nos responsables ici? N'empêche que monsieur Mandré. Oui, celui-là. Monsieur Mandré, j'entends bien tout ce qui est dit, hein, j'entends bien tout ce qui est dit. Mais moi, je veux quand même insister sur le fait que la prévention et tout ce qui est la santé publique, elle s'appuie sur les comportements, hein, elle s'appuie aussi sur les chiffres. Là, qu'est-ce qui est observé là? C'est que c'est vrai qu'on a observé beaucoup de décès, mais que la majorité des décès étaient liés au fait que les personnes qui sont mortes avaient plusieurs comorbidités et que l'âge moyen était de 84 ans, d'accord? Donc, on dit bien qu'il faut protéger toutes ces personnes-là et quoi qu'il en soit, ce que j'observe aussi, c'est que face à tout ce qui se passe au niveau de la Guadeloupe, il y a des moyens, les militaires sont arrivés, il y a des moyens supplémentaires qui sont arrivés en Guadeloupe. Moi, je dis que face à ça, nous savons que nous avons une population vieillissante, nous savons que nous avons une population qui est vraiment en comorbidité. Et donc, moi, je dis qu'il faut absolument renforcer les moyens de nos hôpitaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que l'on puisse faire face à tout événement qui puisse arriver. Et que si on a fait venir autant de militaires, on a renforcé l'hôpital en faisant appel à des infirmiers, etc., c'est qu'on manquait de moyens et qu'on a bien entendu plusieurs personnes le dire. Donc, il faut qu'on arrive effectivement à stabiliser la réflexion là-dessus et permettre de mettre beaucoup plus de moyens pour nos hôpitaux. Et c'est ce que je réclame pour Marie-Galante, parce qu'aujourd'hui, si on est en train de discuter que de savoir le transfert des personnes de 75 ans au plus, si nous étions autonomes en matière de sécurité sanitaire au niveau de Marie-Galante, les questions ne se seraient pas posées et les Marie-Galantais n'auraient pas ressenti qu'il y a une perte de chance, je veux dire, à leur niveau. Parce que tout Marie-Galantais peut regretter effectivement que leurs parents ne puissent pas être transférés sur l'hôpital. Donc là, aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur les jeunes. Il faut mettre l'accent sur les jeunes. On voit que vous-même, vous le voyez, il y a certains jeunes qui ont peut-être, c'est pas pour stigmatiser, mais il faut accentuer la prévention sur les jeunes. Et moi, je dis que, je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord avec la Covid attitude parce que c'est vrai que au niveau de la Guadeloupe, peut-être que cette population-là, il faut qu'on apporte beaucoup plus d'attention à elle pour respecter effectivement les gestes barrières. Écoutez, nous arrivons déjà à notre deuxième pause café. Oui. C'est pas grave, tant mieux. C'est bien la question à laquelle je disais. Oui. Alors, voilà.
Non, mais c'est bien la raison. Rapidement, Monsieur Mandré, c'est bien la raison pour laquelle je disais que la politique publique, elle doit se faire sur le micro-territoire. Je ne suis pas d'accord avec une politique publique qui se prend de manière centralisée. Je suis pour une politique publique qui se fait de manière régionale et même au niveau du territoire. Il faut associer chaque territoire à la décision publique et adapter, je veux dire, les réponses, je veux dire, au territoire. Bon, c'est ce que moi, pour Marie-Gabrielle, par exemple, il faut Attendez, Madame Bissery, attendez, on écoute Monsieur Espéronnet. Juste un mot par rapport à l'idée en santé publique, l'idée de prévention par rapport à ce qu'on appelle action-réaction. Actuellement, on est dans un schéma Poté-Mandem. C'est action-réaction. On est dépassé par les chiffres, on est dépassé par tout, et donc on fait toute espèce de truc. Ça renvoie à la notion de crise. Il faudra qu'on revienne là-dessus. En ce qui concerne la prévention, ça fait des années, des monceaux d'informations et d'observations, et j'en ai fait moi-même, qui sont remontés. Et à partir de ces observations-là, depuis les années 90, j'écris sur ça aussi, à partir de ces observations-là, là, on aurait pu mettre en place une prévention. On ne met pas en place une prévention après coup. Après coup, c'est de la réaction, c'est poté manèvre. Donc ça veut dire que vous êtes pris et là vous faites de la gestion d'urgence. Donc je crois qu'il y a dans l'idée de la prévention, il y a l'idée de l'anticipation à partir de ce qu'on connaît. Bon, maintenant il y a un deuxième problème, c'est le problème de la crise. Et ça, il faut en parler, parce que c'est là que le problème est. On a affaire à des situations où les politiques ont été mises en place dans des ordres établis. Et donc, on entreprenait à l'intérieur de schémas existants, de schémas classiques qu'on reproduisait, y compris les pouvoirs en place. Là, on est en crise. Qu'est-ce qu'on constate par rapport à la crise? C'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que la définition de la crise, c'est que justement, c'est l'incertitude dans le temps, dans l'espace, dans les connaissances, dans les schémas mentaux, dans les cognitions. On a vu tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la crise? Premièrement, on est très humble. Et deuxièmement, on n'impose rien du tout parce qu'on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de lisibilité. On a eu affaire à quoi, historiquement, graduellement? À des mensonges, de la négation de la crise, c'est rien du tout. C'était comme le nuage de Tchernobyl, ça a été comparé à ça. Ça va s'arrêter à la frontière de la France. On ne sait pas, on improvise, on dit n'importe quoi et on ne reconnaît pas son erreur. Alors que le propre de la crise, c'est tâtonnement. C'est ce qu'on appelle la procédure d'erreur rectifiée. C'est-à-dire qu'on avance à partir de nos erreurs. Mais encore, faut-il reconnaître l'erreur? Il y a que... Et donc, oui, je te laisse parler. Oui, non, il y a une chose, et Madame Bissery, en tant que cadre de la Sécu, connaît bien les chiffres. Ce qui a été fait très concrètement, et c'est là que j'appelle à l'observation et à la vigilance de chacun, voilà une crise épidémique qui, jusqu'à mai, a été jugée sur le nombre de cas concrets, c'est-à-dire sur le nombre de malades. D'accord ? Depuis qu'on est passé en zone rouge, aujourd'hui, la crise et l'importance de la crise est jugée par rapport au nombre de gens porteurs du virus, dont on sait bien qu'il y a énormément de gens asymptomatiques. Donc aujourd'hui, les mises en confinement, toutes les mesures qui sont faites en fonction de ce qu'on appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes chez lesquelles on trouvera un morceau de virus. Okay? Ça veut dire que si ces taux-là étaient faits, si ces analyses-là étaient faites au niveau vers mars, d'accord, eh bien, il faudrait confiner la Guadeloupe sur la planète Mars ou je ne sais pas où, parce qu'on serait dans des chiffres extraordinairement importants. Aujourd'hui, ils ont changé l'indice de jugement de cette épidémie, d'accord ? Et à partir de ce nouvel indice qui est le taux de circulation, le taux de circulation active qui nous passe en rouge et beaucoup d'autres territoires français. Or, ce n'est pas ce taux-là qui était utilisé en début d'épidémie. Ce qui veut dire qu'il y a un tâtonnement, on patauge, on ne comprend pas, mais des gens qui connaissent les chiffres. Madame Bissery connaît, je ne cible pas spécialement Madame Bissery, mais enfin, on connaît les statistiques, beaucoup de gens sont formés ici, ils connaissent l'utilisation des chiffres, l'interprétation des chiffres. Pourquoi on ne se pose pas ces questions-là ? Et qu'on accepte systématiquement que des mesures liberticides, des mesures attentatoires aux libertés soient prises, des mesures qui peuvent être dangereuses également pour l'avenir, parce qu'on n'a toujours pas expliqué, alors même si certains disent qu'il n'y a pas de risque et tout, quel est l'impact de porter un masque 8 heures d'affilée en zone tropicale? Ce sont des questions qu'on n'a pas élucidées. Alors, M. Ramaille, on parle de Covid-attitude, mais par rapport aux îles anglophones, et où ça se passe relativement, je ne dirais pas bien, mais ça se passe quand même de manière normale.
Il n'y a pas beaucoup de cas. Est-ce que c'est par rapport à nous, Français, Guadeloupéens, Martiniquais, est-ce que c'est peut-être notre comportement? Est-ce que c'est pas le fait que nous ne sommes pas disciplinés? Bon, moi, je ne veux pas prétendre d'être scientifique, mais effectivement, on peut comparer ce qui est comparable. Moi, je ne connais pas le mode de vie de toute la Caraïbe. Je ne connais pas comment on vit à Saint-Kitts ou à Trinidad, à Barbade. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le système. On a remarqué plutôt que mais pas non plus les statistiques. Le virus s'est multiplié à partir du moment où il y a eu beaucoup de circulation de personnes. On a vu par exemple au mois de mars, février-mars en Guadeloupe, il n'y avait pas beaucoup de cas. Et ça tenait bien la route, on s'en est plutôt bien sorti. Il y avait aussi le confinement. Quand on a libéré le ciel, on a bien vu que là où il y a les destinations où il y avait beaucoup qui fréquentaient, notamment Marseille, Nice, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, ce sont des destinations où il y a eu beaucoup de circulation de personnes. On a vu dans ces circulations, et à Paris, qu'il y a eu une recrudescence des cas. Maintenant, on ne peut pas dire que... Je pense qu'il y a eu beaucoup de cas importés et ensuite ça s'est multiplié dans la population Guadeloupe. D'une part, mais d'autre part, il y a eu énormément plus de tests qui ont été effectués. Forcément, si on cherche, on va trouver. Et aujourd'hui, combien de personnes qu'on n'a pas testées et qui portent le Covid et qui guérissent sans même savoir qu'ils avaient le Covid? Quand on fait un test aujourd'hui et qu'on me donne le résultat du test de 72 heures, entre le moment où j'ai fait le test, où je n'étais peut-être pas infecté, et le moment où on me donne la réponse, où on me dit que je ne suis pas infecté, par rapport au test, mais entre-temps, je peux déjà avoir le virus. Donc, on voit bien qu'il y a des corrections. C'est vrai qu'il y a des corrections apportées dans la manière de gérer la crise. Maintenant, c'est une situation inédite. C'est un virus qu'on ne connaît pas et on voit bien à l'échelle de la planète. Personne n'a la solution, même s'il y en a qui gèrent peut-être mieux que d'autres. Personne n'a la solution Covid-19. Et tant qu'on n'aura pas un vaccin ou un traitement pour pouvoir éliminer cette maladie, ce virus, eh bien, personne ne sera tranquille. Maintenant, la Guadeloupe, moi, je ne suis pas de tempérament pessimiste, hein, comme je dis souvent. Hein. J'espère que les choses vont s'améliorer. Moi, j'attends, bon, ça c'est moi, hein, dans mes pressentiments personnels, je pense que d'ici mi-octobre, ou en tout cas troisième semaine d'octobre, on voit des résultats qui pourraient être encourageants, parce que je ne peux pas croire que nous n'allons pas, avec les efforts que nous allons faire, parce qu'il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui. Quoi qu'on dise, il n'y a pas d'autre solution que ce qui est préconisé, se laver les mains, respecter la distance, porter un masque, même s'il ne faut pas porter un masque n'importe où, en plein champ. Hein. Je pense que c'est ça qu'on a comme solution aujourd'hui, et il faut respecter ces solutions pour voir si on arrive à maîtriser le virus en attendant qu'il y ait un vaccin ou un traitement pour pouvoir contrecarrer la situation. N'empêche qu'il y a des questions qui sont posées depuis tantôt, mais qui mériteront une réponse du côté d'Edouard. Bon, il y a effectivement ce culte de la liberté individuelle et donc des mesures liberticides par rapport à cette liberté individuelle, mais il y a aussi les exigences collectives. Comment, en termes de démocratie, on va articuler l'exigence, en quelque sorte, de liberté individuelle, d'évolution spatiale, d'évolution comportementale liée aux individus, il y a quelque chose d'irréductible qui est la liberté, avec maintenant ce qui devient de plus en plus important, la dimension collective de la vie, la dimension systémique de l'être ensemble. Comment on va articuler ça? Je crois qu'il va y avoir pas mal de travail pour les juristes par rapport à ça. Non, mais on revient à ce que le thème du début d'André Malraux. Oui. On a de plus en plus l'impression qu'on veut nous tirer vers un autre modèle de société. Alors bon, il y a des gens qui sont très ouverts et qui disent que, compte tenu des temps que nous vivons, il faut effectivement envisager d'autres façons de vivre, peut-être de façon plus distanciée. Ou, voilà, on a vraiment cette impression, sans tomber dans le complotisme ou des choses comme ça, on a vraiment... C'est plus grave que ça. Je me rappelle, j'ai lu un bouquin de Deleuze, L'inconscient machinique. Il y a une vision de la société qui est une vision systémique, la société comme les sociétés de fourmis. La quintessence
des organisations sociales ou sociétales, c'est les insectes. Ça veut dire qu'on arrive à des systèmes complètement corrélés où tous les comportements sont codifiés par rapport à la logique de l'espèce et non plus à la logique de l'individu. Et puis il y a une chose, et Raphaël, je te relance là-dessus, et que Raphaël peut très bien peut-être nous développer, c'est que on le sait bien dans ces sociétés humaines, il y a toujours cette petite tendance à vouloir imposer des sociétés commandées. Oui. Des sociétés hyper dirigées. Il y a toujours ce petit arrière-goût de dictateur qui sommeille en tout individu, en tout dirigeant. Et lorsqu'on a l'occasion, on le voit même à un petit niveau, chez des maires, chez un certain nombre de responsables politiques, qui, lorsqu'ils sont en pleine puissance, en pleine possession du pouvoir, souvent, quand ils ont l'occasion d'en abuser, ils le font. Avec donc, toi, dans ton sens, avec cette idée de l'évolution technologique qui permet maintenant cette mise en rationalisation des gens, sans parler de théorie du complot, mais toute la réalité de Big Data, qui est cette capacité à travers toute l'intelligence artificielle, à travers les vidéos et compagnie, d'aligner les gens ou d'évaluer les comportements sur des préconstruits qui sont des préconstruits systémiques. Donc effectivement, tout ça est en jeu maintenant aussi. Alors il y a bien sûr la question Covid, mais derrière ça, il y a une énorme question, et ça c'est de politique publique. Vers où va cette société à travers cette expérience-là? Oui, et alors, excuse-moi Édouard, mais... Doucement. Non, mais une seconde. Ça revient aussi au combat contre les radars tourelles, qui n'étaient pas seulement des machines à contrôler la vitesse, mais qui à terme sont appelées à être des caméras pour regarder les comportements sociaux et tout. Tout à fait. C'est vraiment pour rebondir avec tout ce qui est dit là, on est vraiment dans une étape panoptique. Ouais. On veut tout voir, tout vérifier, tout connaître, tout comprendre, tout contrôler. Foucault, surveiller, punir. Exactement. Et c'est un peu ce qui est inquiétant, alors que, je rappelle, cette crise sanitaire donne les coups des franches à ce gouvernement-là. Et où, moi je répète là-dessus, je ne suis pas contre, personne ici n'est contre les dispositions, en tout cas minima qui sont prises, telles que se laver les mains régulièrement, donc avoir des gestes de distanciation sociale, physique là-dessus, sur ça. Mais il n'est pas question d'aller chercher même à faire de la Guadeloupe le mauvais exemple, en le comparant à la France hexagonale, notamment à Paris. Ce n'est pas normal non plus de pouvoir dire que quelque part les fantassins, ou en tout cas les premières victimes, doivent être par exemple les tenants de bars et de restaurants, alors qu'il y a des milieux clos dans lesquels nous évoluons et qui peuvent être un nid vecteur justement de virus. Il n'est pas question non plus de faire justement du mercantilisme sur justement cette crise sanitaire-là avec cette histoire de Covid attitude, puisque je n'ai jamais entendu parler de sida attitude, je n'ai jamais entendu parler de dengue attitude, je n'ai jamais entendu parler d'autres pathologies effectivement chroniques où il y avait derrière attitude derrière. Donc je crois que quelque part, cette façon d'infantiliser les Guadeloupéens, c'est ça, au lieu de les responsabiliser, est grave, M. Mandry. Et ça, c'est ce que nous voyons actuellement, c'est ce que nous vérifions. Les autres pays de la Caraïbe, M. Mandry, je ne crois pas qu'ils soient dans une logique aussi liberticide, aussi attentatoire à la liberté de commercer, parce que rappelez-vous, en Guadeloupe, justement, la liberté d'entreprendre, il a été mis un frein à la liberté d'entreprendre, avec cette crise sanitaire qui questionne. Oui. Parce que ce qui est dans la clé, juste une seconde. Rapidement, c'est toujours rapide. C'est bien quand je parle, j'en ai pour 30 secondes. Non, c'est important de bien situer ce qu'on dit au moment où on le dit. Parce qu'on est là dans une démarche marketing. C'est rien d'autre. Et donc, on est dans le consumérisme comportemental. Et donc, on est en train de modéliser des comportements à travers les attitudes pour justement, demain matin, non plus les dénoncer comme étant le fruit de politiques malsaines, malmenées, mais pour les énoncer comme étant des nouveaux fondamentaux, des comportements à tenir. Donc on est en train de créer des néocultures à la dimension du désir capitalistique ou du mirage des fantasmes capitalistiques pour aligner les gens sur de nouvelles méthodes d'assimilation et d'assimilation gravissime. Et ça, c'est la conquête des esprits. Et c'est la chose la plus grave qu'il y a eu avant la conquête des corps. Oui, Madame Bissri, vous êtes avec nous? Tout à fait. Oui, alors, Madame Bissri, pourquoi il y a eu une amélioration dans les îles anglophones de la Caraïbe et pourquoi pas nous? Est-ce que c'est un problème de comportement, de discipline? Franchement, on l'a dit, on a dit que Trinidad, Barbade, il y a une amélioration au niveau du Covid. Alors,
Moi, au niveau des chiffres, c'est exactement ce que j'ai entendu. Mais moi, je répète ce que je dis. Je ne sais pas comment, je veux dire, en France, je sais que les statistiques, elles sont faites, elles sont répertoriées de telle façon. Je ne sais pas comment c'est fait de l'autre côté. Donc, en termes de comparaison, je ne sais pas si on peut comparer les chiffres. Est-ce que c'est sur la même base, je veux dire, de recensement. Mais quoi qu'il en soit, bon, en termes de procédure, ce que je remarque, que dans les consignes qui sont données, sont les mêmes à travers les îles de la Caraïbe et de la Guadeloupe. Les gestes barrières, la distanciation, le port du masque, etc., ce sont les mêmes consignes qui sont données devant cette maladie-là. Moi, c'est ce que j'ai vu à travers la télé, à travers ce que j'ai entendu. Donc, peut-être que lorsque il y a moins de décès, etc., donc on lève le confinement, mais jusqu'à présent, au plus fort de la crise, comme ça l'est aujourd'hui en Guadeloupe, les consignes qui ont été données ont été les mêmes. Donc là maintenant, je veux dire que nous sommes en train de connaître un pic de la pandémie, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup plus aussi de tests effectués, donc on n'en sait rien, mais quoi qu'il en soit, il y a eu plus de morts qu'au départ, parce que c'est quand même plus de 57 morts actuellement, je veux dire en Guadeloupe, dont un à Marie-Galante. Donc face à ça et face à toutes les certitudes que l'on connaît, on est bien obligé de donner, je veux dire, des consignes à la population. Quoi qu'il en soit, ce que moi je dis, c'est que ce que j'observe dans les autres pays, c'est qu'on n'a pas stigmatisé un secteur, on n'a pas stigmatisé, je veux dire, des entreprises, on n'a pas empêché ni les restaurants ni les bars de s'ouvrir. Et pour autant, je veux dire, la vie a continué. Et c'est ce que je regrette, ce que je peux regretter au niveau de la Guadeloupe, parce que comme je le disais, lorsque je regarde les consignes et les préconisations de la puissance experte en matière de santé publique, ils ne disent pas de fermer ni de stigmatiser les entreprises. Et ce qu'ils demandent, c'est de faire beaucoup plus de prévention au niveau des jeunes. Donc moi, c'est ce que je peux dire à ce stade-là. Moi, je souhaite qu'on puisse revenir à une liberté pour la population. Et comme je le répète, je souhaite que la crise sanitaire, elle soit gérée en coordination, je veux dire, avec les acteurs sur le territoire, sur chaque territoire. C'est pas quelque chose qui se fait de manière centralisée. D'accord. Moi, je le dis à chaque fois, les entreprises ont été pour moi exemplaires au niveau de la gestion de la crise. Je ne sais pas, moi je l'ai vu, j'ai vu comment les entreprises ont investi, et j'ai vu comment les entreprises ont tout mis en œuvre malgré des recettes qu'elles n'ont pas eues depuis très longtemps, parce qu'il n'y a pas eu de recettes, et surtout, par exemple, pour l'hôtellerie, où il y a une planification, je veux dire, de la clientèle. Ça fait pratiquement 2 ans de recettes qu'ils n'ont pas eu. Et moi, je trouve que ce sont des entreprises qui ont été exemplaires, et leur dire de fermer aujourd'hui, c'est un coup dur. Alors, moi, je ne parlerai pas d'exemplarité des entreprises, parce que je suis surpris d'entendre que nous sommes en 2020, qu'on trouve que les entreprises aient été exemplaires aux sorties, ou en tout cas en plein de cette crise. L'exemplarité des entreprises, M. Mandré, elle se fait tous les jours. La Guadeloupe crée des entreprises souvent. Nous sommes une pépinière d'entreprises. Nos jeunes créent des entreprises. Combien d'entre elles passent le cap fatidique des 3 années d'exercice? Pas beaucoup. Ouais. Quand on me parle d'exemple, je suis surpris. L'exemple, il vient de quoi? De 2 choses. Une entreprise, c'est 2 choses. Soit ça fait des pertes, soit ça fait des bénéfices. Quelle que soit la situation, crise ou pas crise, elle est obligée de s'adapter, M. Mandré. Une entreprise s'adapte tous les jours à la situation économique du territoire. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elles vont présenter un prévisionnel, elles anticipent en chiffres, justement, leur capacité de pouvoir, justement, continuent avec leur activité. Donc, il ne s'agit pas de dire aux entreprises, bravo, elles sont courageuses, elles le sont du moment où elles le créent. Le chef d'entreprise, quand il crée une entreprise, il a du courage, ce gars-là. Ou elle a du courage, cette femme. Dès ce moment-là. Maintenant, c'est de leur donner les moyens de pouvoir pérenniser leur activité. Et ce n'est pas ce qu'ils ont fait en ce moment. C'est du tout pas ce qui est donné aux entreprises. Notamment, je pense, aux restaurants et aux bars.
C'est du tout pas le bon signal qui est donné, surtout lorsqu'il s'agit, quand on parle d'équité ici, puisque j'entends qu'on parle d'équité, qu'on parle d'égalité, qu'on parle de regarder à côté comment ça se passe, lorsqu'elle regarde d'autres entreprises qui sont autorisées à exercer leur activité et qu'elles, elles sont obligées de fermer. Ça, c'est paradoxal. Et ça, c'est attentatoire à la liberté d'entreprendre, à la liberté, justement, d'exercer une activité commerciale. Et c'est liberticide. Donc, cette crise-là, M. Mandré, elle est justement mortifère pour les entreprises. Oui, et puis, on est en train de faire payer à l'ensemble d'un territoire un petit territoire, des manquements en termes de santé publique. On fait payer par des mesures liberticides aujourd'hui la population européenne, et pas seulement la population, mais les entreprises aussi qui subissent de plein fouet les restaurants, le secteur de la nuit et tout cela. On nous fait payer, on fait payer à la Guadeloupe un déficit, une carence en matière de santé publique. Parce qu'aujourd'hui, on en est là, parce que le CHU aussi ne peut pas répondre, ne peut pas absorber les patients, beaucoup plus nombreux, et beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup plus de tests et résultats. En raison de cette politique de santé publique qui n'est pas adéquate et qui n'est pas à la hauteur, eh bien, des mesures qui sont extrêmement graves pour le territoire sont appliquées. Et ça, c'est dommage. Alors, sur la dimension économique, le premier effet d'une crise, c'est de susciter deux choses. Oui, si vous voulez intervenir. Premièrement, un darwinisme économique. C'est déjà la fin. Et le darwinisme économique tient au fait que ceux qui n'ont pas la trésorerie ne pourront pas survivre. Et la deuxième chose, c'est la mise en place, et revient à ce qu'on disait sur l'aspect systémique, la mise en place d'un nouvel ordre. Tu sais, ce sera la prochaine fois. Il est clair que maintenant, je suis dans un groupe où on travaille justement sur ce nouvel ordre. Tout ce qui est tourisme, tout ce qui est hôtel, tout ce qui est culture, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est événementiel, sera du mal à survivre. Ça veut dire que quelque chose est en train de muter très très profondément. Alors, y compris avec le droit du travail, entre parenthèses, sur lesquels on chicote depuis un bon bout de temps, mais qui là est en train de se mettre en forme aussi pour une nouvelle logique. Et tout ça correspond à un darwinisme économique. Ça veut dire que les petites entreprises, et donc pour la Guadeloupe 89%, risquent d'avoir énormément de mal à survivre à ce Covid. Bien. Alors, donc nous avons eu des appels, mais malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Et Madame Betty, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Raymond Ramaille, merci à Coriolan. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. D'accord. Merci à Édouard Collet. Et je reste disponible pour les échanges. Et merci aussi à Raphaël Colonel qui sera là dimanche avec nous. Dimanche, Édouard, Raphaël. Il sera là avec nous. Et aussi, il y a M. Jadon qui voudrait aussi intervenir sur cela, qui nous a envoyé, comment dirais-je, des réponses pour la Caraïbe. Merci, chers téléspectateurs. À dimanche, si vous voulez bien. Merci de nous avoir suivis. Merci, bon dimanche. Merci. Au revoir. Bon dimanche à tous. Au revoir. Bon, et j'ai dû mon amant.